Vladimir Poutine évacue d'urgence ses biens et, très probablement, sa famille de Russie pour les éloigner des frappes de drones ukrainiens. Un autre yacht utilisé par Vladimir Poutine et sa maîtresse Alina Kabaeva a quitté la Russie. Le 26 juin, le yacht a quitté le kraï de Krasnodar et s'est dirigé vers la Turquie en passant par le Bosphore. Et la veille, un autre yacht de Vladimir Poutine, accompagné de navires militaires, a été aperçu au large des côtes danoises et s'éloignait également de la Russie. Parallèlement, Vladimir Poutine a envoyé Loukachenko à Pékin pour négocier un soutien, car la situation du carburant en Russie devient de plus en plus critique. En Crimée annexée, il a même été déclaré que les habitants devraient s'adapter à vivre sans essence, car même selon les estimations officielles des autorités d'occupation, il n'y aura pas d'essence pour les Criméens ordinaires, au moins pendant 1 mois. Et la situation, évidemment, ne va pas s'améliorer. Dans ce contexte, les analystes de The Independent ont attiré l'attention sur le fait que le dictateur russe avait auparavant reconnu que tout ne se passait pas comme prévu et avait appelé à un retour aux négociations de paix. C'est précisément au moment où les missiles ukrainiens frappent les raffineries aux cylindres de pétrole russes et que les ponts reliant la Russie sont sous le feu, à l'exception de la fédération avec les territoires ukrainiens occupés. Officiellement, le prix du litre d'essence en Russie a dépassé pour la première fois de l'histoire les 100 roubles. Pendant ce temps, l'Ukraine a présenté un nouveau drone intercepteur, capable de changer radicalement les règles du jeu. Parce qu'il peut à la fois servir à intercepter les drones russes comme moyen de défense anti-aérienne, mais aussi attaquer en tant que munition rôdeuse. Et dans une autre guerre, au Moyen-Orient, il y a une nouvelle impasse et, je dirais même, une humiliation. La veille, Donald Trump a annoncé des négociations urgentes avec l'Iran à Doha. Aujourd'hui, ses envoyés Steven Witkoff et Jared Kushner sont arrivés au Qatar, mais les négociations ont été annulées, bien que maintenant les Iraniens assurent qu'ils n'ont même pas été informés que les Américains voulaient les rencontrer. Eh bien, à Kiev, pendant ce temps, ils ont arrêté un collaborateur arrogant qui travaillait pour les Russes en Crimée, occupé depuis 2014 et qui est maintenant venu à Kiev pour régler des affaires personnelles. Les agents du SBU l'ont arrêté et détenu. Je m'appelle Alexei Petchi, aujourd'hui nous sommes le 30 juin, faisons le point ensemble, nous allons aborder tous ces sujets dans cette émission et tout mettre au clair. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime à cette émission et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être au milieu ou après avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je rappelle que les commentaires aident beaucoup à promouvoir ce type d'émission sur YouTube. Ainsi, de plus en plus de signes montrent que la guerre de Vladimir Poutine ne se déroule clairement pas comme prévu. Et contrairement aux Russes ordinaires qui ne s'intéressent pas à la politique, Vladimir Poutine a tout de même décidé de mettre sa famille à l'abri des frappes de drones ukrainiens. Aujourd'hui, un autre yacht utilisé par le président russe Vladimir Poutine et sa maîtresse Alina Kabaeva a mystérieusement quitté la Russie. Il s'agit du navire Victoria, long de 70 mètres. Et voilà que le service Marine Traffic a enregistré que, le 26 juin, le yacht de Poutine a quitté le kraï de Krasnodar et s'est dirigé vers la Turquie en passant par le Bosphore. Les 28 et 29 juin, le navire était à l'ancre à Istanbul, dans le quartier de Pendik. Puis, il a mis le cap sur la ville balnéaire de Bodrum. Eh bien, ici, on pourrait penser et supposer que, peut-être, Vladimir Poutine a simplement envoyé sa maîtresse en vacances en Turquie, car Kabaeva utilisait déjà souvent ce yacht auparavant. Mais des choses très intéressantes se passent avec les yachts de Vladimir Poutine ces derniers jours. Parce que parallèlement à ce yacht, on a appris la veille qu'un autre yacht de 82 mètres, le Graceful, également lié à Vladimir Poutine, s'est dirigé vers la Turquie. Elle est accompagnée d'un destroyer russe et d'un navire de sauvetage d'urgence, le Voyevoda. Le yacht a activé son transpondeur pour la première fois depuis 2022 alors qu'il se trouvait en mer Baltique entre les côtes de l'Allemagne et du Danemark. Cependant, il a cessé de transmettre des données de localisation immédiatement après que des informations sur ses déplacements ont été publiées dans les médias. Selon le service Marine Traffic, le Graceful se dirige vers Istanbul et pour atteindre la Turquie, il devra contourner toute l'Europe.
Autrement dit, dès que les médias ont remarqué les déplacements du yacht de Vladimir Poutine, les Russes ont de nouveau désactivé les transpondeurs pour tenter de dissimuler sa position. De plus, je rappelle que ce mois-ci, des images satellites ont montré le démantèlement complet d'une grande maison de vacances sur le territoire de la résidence de Vladimir Poutine à Valdaï. Sur les images, on peut voir qu'il ne reste même plus de fondation de l'imposant bâtiment. Parallèlement, en juin, de vastes blocages ont été constatés dans la région de la résidence de Vladimir Poutine. En particulier dans les régions de Tver et de Novgorod, d'immenses portions de la autoroute à péage M11 d'une longueur d'environ 90 km ont été fermées. Autrement dit, dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la résidence de Poutine, la circulation était bloquée et aucun véhicule n'était autorisé à entrer dans cette zone. On ne sait pas ce qui s'y passait à ce moment-là. Mais selon les experts militaires et les analystes, la destruction de l'une des maisons de la résidence de Vladimir Poutine à Valdaï est liée à tout un ensemble de raisons de sécurité. La première raison est d'éviter une atteinte à la réputation, car une frappe de drone ukrainien sur un site aussi emblématique et protégé aurait porté un coup médiatique très puissant au Kremlin. La démolition d'un grand bâtiment prive les drones d'une cible visuelle et thermique évidente. Et la deuxième raison, c'est la transformation de cette résidence en une zone fortifiée totalement fermée. D'après des sources ouvertes, Vladimir Poutine a déplacé une partie de sa famille à Valdaï et utilise le bunker secret local comme principal refuge stratégique. Le domaine luxueux est actuellement transformé méthodiquement en un site militarisé. Mais à en juger par le retrait des yachts de Russie, on peut supposer que tous ces mouvements à Valdaï ne servent qu'à détourner l'attention. Parce que, je le répète, on a remarqué le départ de 2 yachts, mais ce qu'on n'a pas remarqué reste encore un mystère. Il est possible que Poutine évacue sa famille et ses biens de Russie à une bien plus grande échelle. Apparemment, dans l'entourage de Vladimir Poutine, on a compris que rien ne pourra protéger, ni lui ni sa famille, des frappes ukrainiennes. Parce que la démolition de cette maison de vacances dans la résidence de Valdaï n'est pas arrivée par hasard. Elle a été précédée par une préparation à grande échelle de la défense anti-aérienne et de l'infrastructure défensive autour de cette résidence. Autour de la résidence de Poutine, 7 nouvelles tours ont été construites sur le périmètre, où des systèmes Pantsir-Sun sont en service. Et sur les mêmes routes Mdix et Mons dans le district de Valdaï, les services routiers ont commencé à installer massivement des filets spécialisés pour protéger les routes contre les drones. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ces filets ne peuvent évidemment pas protéger contre les drones lourds à longue portée, comme le drone ukrainien Lyuti. Et dans ce contexte, les analystes du journal The Independent ont attiré l'attention sur le fait que Vladimir Poutine a en fait reconnu la veille que tout ne se passe pas comme prévu, et a appelé à un retour aux négociations de paix. C'est précisément au moment où les missiles ukrainiens frappent les raffineries de pétrole russes et que les ponts reliant la Fédération de Russie aux territoires occupés de l'Ukraine sont sous le feu. Et voilà, selon la publication, le dictateur du Kremlin est visiblement préoccupé. Parce que les aéroports russes ferment et désormais de façon permanente, la logistique militaire subit de graves perturbations et le soutien à la guerre parmi la population s'affaiblit progressivement. Et aujourd'hui, Yandex et Google ont enregistré une augmentation des recherches parmi les Russes qui demandent littéralement « quand la guerre prendra-t-elle fin ?» En d'autres termes, les Russes réalisent que la guerre est désormais chez eux. Dans le même temps, les médias d'État russes ne sont déjà plus capables de maintenir artificiellement le même niveau d'intérêt qu'auparavant, autour de ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale. Je rappelle même que Soloviev, lorsque Moscou a été bombardé à la mi-juin, était assis dans le studio complètement désemparé et ne savait absolument pas quoi dire. Parce qu'on peut raconter que tout se passe comme prévu quand des drones et des missiles attaquent le territoire ukrainien. Mais quand ces drones et ces missiles volent au-dessus de Moscou et que les moscovites voient là-bas ces éclairs, ces explosions, et comment le couvercle d'un énorme réservoir de pétrole s'envole simplement dans les airs. Là, il est difficile de rester assis et de raconter que tout se passe comme prévu. Et Solovyov a vraiment perdu pied à ce moment-là. Il ne savait pas quoi dire aux Russes pour essayer de les rassurer. Dire que tout se passe comme prévu, que Vladimir Vladimirovitch Poutine est formidable, qu'il fait tout correctement, et ainsi de suite, ça ne marche pas.
Dans l'interview donnée par Vladimir Poutine après ce scandale, il admet clairement que oui, la Russie est confrontée à une pénurie de carburant à cause des frappes de drones ukrainiens. Son entourage se plaint également de plus en plus que l'accord, qui selon eux avait été conclu entre le président américain Donald Trump et Vladimir Poutine le nain chauve lors du sommet à Anchorage l'année dernière, n'est plus soutenu par le président américain. Eh bien, selon les Russes, il s'agissait alors de transférer à Moscou le contrôle colonial de 20% du territoire ukrainien. Cependant, plus tard dans la même journée, Vladimir Poutine lui-même a reconnu qu'il n'y avait eu aucun accord à Anchorage. Et ici, je vais citer le journal Trump aime soutenir jusqu'à présent Russie, un pays qui, en février 2022, a lancé une invasion à grande échelle d'un État européen démocratique. Il est peut-être temps maintenant pour le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, d'expliquer au 47e président des États-Unis que les alliés de l'Alliance contribuent réellement au soutien de l'Ukraine. Même sans l'aide militaire directe des États-Unis, à l'exception des renseignements. En clair, il faut lui montrer « Tu croyais que l'Ukraine s'effondrerait sans ton aide, mais tu n'aides plus depuis 1 an et demi. » Je précise que les États-Unis n'ont rien versé depuis 1 an et demi. Sans aide militaire américaine à l'Ukraine, celle-ci ne s'est pas effondrée et a même mené la guerre contre les Russes avec plus de succès. Je poursuis la citation. Vladimir Poutine lui-même estime apparemment que les frappes contre les raffineries de pétrole atteignent tout de même leur objectif. La Russie est prête à des négociations de paix avec l'Ukraine, a déclaré Vladimir Poutine la semaine dernière. En fait, cela a sonné comme une demande de revenir à l'époque où les Occidentaux. Les alliés de l'Ukraine étaient convaincus de la faiblesse de Kiev, affirmant que Moscou était prête à agir sur la base des accords précédemment conclus à Istanbul. Mais Vladimir Poutine oublie que cette époque est bien révolue. Et une autre preuve du désespoir au Kremlin, ce sont les plaintes constantes des responsables du Kremlin sur le fait que Trump ne semble plus être un fervent partisan de la Russie, comme il l'a été pendant la majeure partie des 18 derniers mois. C'est à ce moment-là qu'il a suspendu l'aide militaire à Kiev, etc. Et si l'on regarde la situation de façon lucide, on peut constater ces dernières semaines que la Russie recourt à une sorte de révisionnisme soviétique. En réévaluant les résultats du sommet d'Anchorage, que les alliés des États-Unis considéraient auparavant comme une concession de fait à Moscou. Cependant, maintenant que l'Ukraine, et il faut le reconnaître, a repris l'initiative dans la guerre. En fait, elle domine en mer Noire et a obligé le Kremlin à envisager même l'interdiction d'exporter du carburant diesel. La rhétorique des représentants du Kremlin a changé. Leurs déclarations sont de plus en plus empreintes de ressentiment et d'indignation. Ils ne comprennent pas comment il se fait que la Russie ait commencé à perdre cette guerre. D'ailleurs, à propos de l'initiative, j'expliquerai un peu plus tard, parce que je suis sûr qu'à ce moment-là, les Russes qui continuent quand même à regarder mes émissions diront « Mais attends, sur le front, c'est différent. » Les forces armées russes progressent. De quoi parles-tu exactement? Donc ici, il faut réfléchir un peu plus profondément, pas de façon aussi primitive. Et j'expliquerai un peu plus tard ce que je veux dire. Donc l'attention de Donald Trump s'est maintenant concentrée sur la guerre avec l'Iran et sur cet accord raté qu'ils essaient de conclure. En même temps, ce conflit n'a fait que renforcer la réputation de l'Ukraine après que Kiev a proposé aux alliés des États-Unis dans les pays du Golfe des systèmes de défense contre les drones iraniens. Et comme l'écrit l'Independent, jusqu'à présent, Trump n'a pas réussi dans sa campagne au Moyen-Orient. Et donc, comme les élections au Congrès approchent, Trump cherche maintenant une victoire politique plus facile. Et au Kremlin, on comprend parfaitement que cela ouvre de nouvelles opportunités pour Zelensky. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, vexé, a suggéré que le sommet lui-même, le sommet d'Anchorage, pourrait être un piège américain pour gagner du temps afin de réarmer le régime de Kiev. Son adjoint, Sergueï Ryabkov, a également accusé avec amertume les États-Unis de s'être écartés, je cite, des accords fondamentaux conclus lors de la réunion en Alaska. Je vais citer intégralement la déclaration de Ryabkov. Nous constatons aussi que Washington se rapproche de plus en plus de la politique anti-russe la plus agressive, c'est-à-dire la politique anti-russe menée par les alliés européens les plus proches des États-Unis, le Royaume-Uni et la France.
Donc en réalité, les fonctionnaires russes, voilà, exposent actuellement leur ressentiment. Mais c'est particulièrement difficile pour les Russes en ce moment en Crimée. Et Vladimir Poutine n'arrive pas à justifier son impuissance concernant la Crimée. Selon Mikhail Razvodjaïev, le soi-disant gouverneur de Sébastopol nommé par la Russie, les autorités ont été contraintes de prendre un certain nombre de mesures d'urgence. En particulier, les transports publics cessent de fonctionner à 22h00 et les grands magasins et cafés ferment désormais à 20h en Crimée. La pénurie de carburant frappe de plus en plus le plus grand trophée russe en Ukraine, à tel point que même Poutine lui-même est obligé de le reconnaître. Au final, aujourd'hui, le soi-disant chef de la Crimée, Aksenov, l'a reconnu publiquement, que les soi-disant autorités de Crimée n'ont pas réussi à résoudre le problème du manque d'essence, et cela malgré l'instauration de l'état d'urgence, grâce à laquelle pourtant on prévoyait de stabiliser rapidement la situation. Ils ont justement instauré l'état d'urgence pour régler le problème et ramener rapidement l'essence dans les stations-service. Aksenov a déclaré que les autorités prenaient en arrêt des mesures pour éliminer la pénurie. Cependant, les conditions d'un rétablissement complet de l'approvisionnement en carburant ne sont pas réunies. Et voici une citation d'Aksenov. Chers habitants de Crimée, la situation de crise du carburant se poursuit. Je vous demande de faire preuve de patience. De grandes quantités de carburant ne seront pas disponibles à la vente prochainement. Le ministre du Carburant et de l'Énergie informera chaque jour. Et finalement, le chef d'occupation de Sébastopol, Mikhail Razvodjaïev, a carrément déclaré, je cite, « Les restrictions sur le carburant restent en vigueur pour l'instant et elles devraient endurer encore environ 1 mois. » Autrement dit, il n'y aura pas d'essence pour les habitants ordinaires de Crimée pendant au moins 1 mois de plus. Et cela est déjà confirmé par les soi-disant autorités officielles de Crimée. Je rappelle que la vente libre de carburant en Crimée, y compris par ticket, par code QR et par piston, est suspendue. Elle a été arrêtée dès le 21 juin après de nouvelles frappes des forces armées ukrainiennes sur les installations pétrolières et logistiques de la péninsule. Depuis lors, le carburant n'est distribué qu'aux structures étatiques et aux occupants. Je veux dire aux militaires. En Crimée, outre le manque d'essence en Crimée, les frappes des forces armées ukrainiennes contre les sous-stations provoquent régulièrement des coupures d'électricité. Et voilà, ce même Aksenov, dans son discours du 30 juin, a promis de trouver des solutions techniques dans les prochains jours, pour rétablir une répartition équitable de l'électricité dans toutes les régions de la péninsule. Aujourd'hui, la principale demande des habitants de Crimée concerne une répartition injuste de l'électricité. En effet, aujourd'hui, une réunion de travail s'est tenue avec la participation de tous les députés, des responsables des services publics, ainsi que de tous les chefs d'administration de toutes les municipalités sans exception. La tâche principale aujourd'hui est, d'ici ce soir, d'essayer, selon les possibilités techniques, d'assurer une répartition équitable de l'électricité sans exception pour l'instant. Comme pour l'essence, les occupants ont décidé qu'elle manquerait encore au moins 1 mois. Ce sera pareil pour l'électricité. Vous devriez déjà vous estimer heureux que les forces armées ukrainiennes aient pour l'instant changé de cible. Mais elles pourraient bientôt frapper la Crimée, et alors il n'y aurait plus d'essence pendant 6 mois. Au final, il n'y a pas seulement un record historique en Crimée occupée, mais aussi en Russie. Pour la première fois dans l'histoire, le prix du carburant a dépassé 100 roubles par litre. Fait intéressant, les stations-service n'ont pas franchi ce seuil de prix parce que le logiciel ne prévoyait tout simplement pas d'étiquette de prix à 3 chiffres. Jamais auparavant le carburant n'avait atteint un tel prix en Fédération de Russie. À ce moment-là, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie était en contact avec d'autres pays pour discuter de la possibilité d'importer du carburant à des prix acceptables. Il est intéressant de noter que même les soi-disant partenaires de la Russie disent « Écoutez, ce sont vos problèmes, mais nous voyons qu'il y a une demande chez vous. Donc nous allons légèrement augmenter les prix du carburant, nous sommes prêts à vous le vendre, mais pas à des prix du marché, plutôt à des prix légèrement supérieurs au prix du marché. » Voilà, c'est comme si le karma revenait. Les Russes étaient habitués à manipuler les prix du gaz et du pétrole, et maintenant cela leur revient. Et il est amusant de constater que Peskov a refusé de dire avec quel pays précisément le Kremlin mène des négociations sur les livraisons de carburant pour des raisons de sécurité. Et maintenant, depuis l'Ukraine, on signale et on laisse entendre que tout pétrolier transportant des produits pétroliers en provenance des pays asiatiques qui entreraient dans les ports russes et dans les ports. Sur les territoires occupés de l'Ukraine, y compris la Crimée, les forces armées ukrainiennes considéreront ces navires comme des cibles militaires légitimes, car il s'agit d'une aide militaire directe à l'occupant et à l'agresseur.
En fait, c'est un avertissement direct à tous. Il ne faut pas essayer de sauver Vladimir Poutine, sinon vos pétroliers seront également détruits, tout comme les raffineries de pétrole russes. Et, ce qui est très important, cela s'inscrit dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies concernant la légitime défense. Pendant ce temps, le Royaume-Uni et ses alliés européens cherchent des moyens d'accroître rapidement leur propre capacité de défense. Autrement dit, l'Europe réajuste rapidement ses budgets militaires. Et aujourd'hui, avant de quitter ses fonctions, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il augmentait fortement les dépenses militaires de près de 20 milliards de dollars, bien qu'auparavant la Grande-Bretagne ait adopté une position, disons, très conservatrice sur cette question et qu'elle était nettement en retard par rapport aux autres pays en ce qui concerne le pourcentage du PIB consacré à la défense. Et ici, les experts affirment que la Russie a déjà réussi. Elle a réussi à rendre l'Occident nerveux. Eh bien, c'est justement pour cela que les pays européens sont obligés de consacrer de plus en plus de moyens à la défense, alors que leurs budgets sont déjà soumis à une pression considérable. Et tout cela pour contenir la menace d'un État dont l'économie est relativement modeste et qui s'épuise de plus en plus à cause de la guerre et des sanctions qui ont frappé le secteur pétrolier. Il s'agit de la Russie. Cependant, il existe une autre voie que l'Europe, et même les États-Unis peuvent emprunter. И даже Соединенные Штаты Америки. Il s'agit de renforcer les succès de l'Ukraine sur le champ de bataille, d'aider Kiev non seulement à stabiliser la ligne de front, mais aussi à briser définitivement la logistique militaire russe, ce qui pourrait entraîner l'effondrement total du front de l'armée russe. Il n'est pas exclu que l'Ukraine soit capable d'y parvenir seule, en poursuivant la campagne actuelle de frappe à moyenne portée contre des cibles situées sur les territoires occupés par la Russie. La défaite de l'armée russe représente une menace sérieuse pour les actuels dirigeants du Kremlin. Vladimir Poutine le comprend parfaitement. En tant qu'homme qui connaît bien l'histoire de son pays, Vladimir Poutine ne peut pas oublier que c'est précisément le retour humiliant des troupes russes après la Première Guerre mondiale qui a été l'un des facteurs de la chute du régime tsariste. Et maintenant, Vladimir Poutine essaie par tous les moyens de faire croire aux Russes qu'ils sont en train de gagner. Pourquoi ? Parce que l'armée de la Fédération de Russie progresse sur le front. Si vous faites attention ces 2 semaines, il répète « Regardez, nous progressons ». Nos troupes, comme il l'a dit, frappent chaque jour et percent la ligne de front, avancent et ainsi de suite. Mais Vladimir Poutine ne dit pas à ces mêmes Russes que l'Ukraine a simplement choisi une autre stratégie. Ne pas se battre frontalement sur la ligne de front en perdant malheureusement des soldats. Non. Mais amener l'armée russe à un point où elle sera elle-même obligée de fuir la ligne de front, parce que la logistique et l'approvisionnement auront été détruits. Les Russes peuvent avancer autant qu'ils veulent sur la ligne de front, mais à un certain moment, il arrivera une situation où leur arrière sera complètement détruit. Les lignes d'approvisionnement seront totalement coupées. Et de là, aucune aide ne viendra plus. C'est pourquoi actuellement, les forces armées ukrainiennes détruisent les ponts dans le Donbass, région de Donetsk. Ils ont isolé la Crimée, frappé les ponts, l'approvisionnement et la logistique, au point qu'en Crimée, il n'y a plus d'essence. Désormais, on frappe les ponts du Donbass, et qu'est-ce qui est détruit ? La logistique. Mais pour comprendre toute cette chaîne de causes et d'effets, il faut avoir un peu de cervelle, ce que la Russie, Yann, n'a pas. D'ailleurs, aujourd'hui, le ministère de la Défense de l'Ukraine a codifié et autorisé l'emploi du complexe aérien sans pilote Toléon de fabrication nationale au sein des unités des forces de défense qui peut servir à la fois d'intercepteur et de drone d'attaque. Dans le même temps, le pilotage du drone peut être effectué par l'opérateur aussi bien en mode manuel qu'en mode semi-automatique. Au ministère de la Défense de l'Ukraine, on a indiqué qu'en plus d'accomplir des missions de défense anti-aérienne, ce qu'on appelle la petite DCA, Toléon peut être utilisé efficacement pour frapper des cibles au sol et accomplir d'autres tâches tactiques en tant que drone d'attaque. Ceci est un clin d'œil à la destruction de la logistique. Passons maintenant à un autre sujet. Ce sont les négociations entre les États-Unis et l'Iran qui devaient avoir lieu aujourd'hui, mais qui n'ont finalement pas eu lieu aujourd'hui au Qatar. La veille, Donald Trump a annoncé, selon ses propres termes, des négociations directes urgentes avec l'Iran dans la capitale qatari, Doha.
Et aujourd'hui, le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, ainsi que l'envoyé spécial Steven Witkoff sont arrivés à Doha pour ces négociations urgentes avec les Iraniens. Cependant, les médiateurs qataris ont annoncé qu'ils n'auraient pas de rencontre de haut niveau avec la délégation iranienne. Et donc Witkoff et Kushner se tenaient là, humiliés, ne sachant pas quoi faire. Selon le ministère des Affaires étrangères du Qatar, cette semaine, pas seulement aujourd'hui mais durant toute la semaine, au lieu de négociations entre les parties, il y aura des consultations techniques, y compris sur la sécurité régionale. Et donc le représentant de Téhéran, Esmaïl Bagaï, a déclaré que le dialogue avec le Qatar, pas avec les Américains mais avec le Qatar, concernant la mise en œuvre de l'accord intérimaire, y compris le déblocage des avoirs iraniens gelés, aura probablement lieu à Doha mercredi. Voici une citation de Bagaï. Dans les prochains jours, aucune rencontre avec la partie américaine, à quelque niveau que ce soit, n'est prévue. Et il a également ajouté qu'en fait, les Iraniens n'avaient prévu aucune négociation urgente pour aujourd'hui, donc il n'y avait rien à annuler. Bien que, je rappelle, hier Donald Trump ait déclaré que ce sont les Iraniens qui avaient demandé des négociations urgentes, c'est pourquoi il avait envoyé ses émissaires au Qatar pour ces mêmes négociations urgentes qui, comme vous le voyez, n'ont pas eu lieu, car les Iraniens ne sont tout simplement pas venus. Mais parlons-en plus en détail. Nous en parlerons dans la prochaine édition, je ne vais pas m'attarder et vais juste en parler brièvement pour signaler cette nouvelle en fin de journée. Et à la fin de l'émission, comme d'habitude, je vais vous raconter une nouvelle qui, j'en suis sûr, vous fera sourire. Aujourd'hui, le service de sécurité d'Ukraine a arrêté l'ancien président du comité républicain de la République autonome de Crimée pour le carburant, l'énergie et la politique d'innovation, qui, après la prise de la péninsule en 2014, a commencé à collaborer avec la Russie. Et aujourd'hui, le SBU l'a arrêté, qui l'aurait cru, à Kiev, où il est venu avec assurance pour, comme il l'a dit lui-même, régler des affaires personnelles. Eh bien, pensez-y. Pendant 12 ans, ce collaborateur a travaillé avec les Russes, les a aidés, il est célèbre, tout le monde le connaissait, et il est venu à Kiev pour affaires personnelles. Il s'agit du collaborateur Sergueï Bové. Comme l'a raconté le SBU, ce personnage, pratiquement juste après l'annexion de la péninsule par la Russie, a obtenu la citoyenneté russe et a proposé son aide aux envahisseurs russes. Ensuite, le gauleiter local, Aksenov, l'a nommé, attention, soi-disant ministre du carburant et de l'énergie de la République de Crimée. En occupant ce poste, l'intéressé aidait l'administration d'occupation de la Fédération de Russie à établir le contrôle sur l'infrastructure énergétique stratégiquement importante de la péninsule. Et c'est assez amusant que ce ministre du carburant se soit enfui de Crimée justement au moment où il y a d'énormes problèmes de carburant là-bas. Eh bien, qui sait ? Peut-être qu'il s'est enfui consciemment à Kiev, comprenant qu'il vaut mieux purger une peine de prison que de rester avec les Russes. Ou alors il est tellement stupide qu'il est allé à Kiev en espérant simplement qu'on ne le remarquerait pas. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.